Les éteintes. Première partie. Printemps. Chapitre 1. Mon téléphone se coupe. Plus rien. Pas un son, pas une lumière. L'écran s'évertue à rester noir, reflétant mon reflet perplexe. Je pousse un soupir d'exaspération avant d'appuyer à de multiples reprises sur le bouton d'allumage. Mais le portable refuse d'obéir à la commande. Je fronce les sourcils quand, au travers des écouteurs muets, je perçois des cris dans la rue, des hurlements stridents, des chocs assourdissants, des bruits de tôle froissée, des invectives, des injures explosent. Une véritable cacophonie résonne dans ma chambre. Mon cœur accélère dans ma poitrine. Je me précipite à la fenêtre quand papa fait éruption dans ma chambre, le visage blême. Je ne l'ai jamais vu de la sorte, aussi paniqué, les yeux grands ouverts et ses cheveux gris en bataille. Recule de la fenêtre, Hélène! Son souffle est court, son ordre sec. Je fronce les sourcils, obéis sans rien dire, reculant à petits pas, mes yeux dans les siens. De l'autre côté de la cloison, Hugo pleure. Papa, que se passe-t-il? Demandai-je en sentant ma gorge se serrer. Il ne me répond pas, ferme les deux battants de la fenêtre, tire le rideau et s'en va vers le salon. Je le suis où je découvre ma mère devant la télécommande en main en train d'essayer de la faire fonctionner. Aucun de nous ne parle. Papa file prendre au milieu de la bibliothèque une vieille radio à piles, le genre d'objet que je ne pensais pas avoir un jour allumé. Il vérifie les piles, appuie sur le bouton, ça grésille puis ça s'éteint. Comme si la moindre étincelle électrique se refusait de mettre en route cette petite radio vintage de plastique. Soudain, mes bras se mettent à trembler. Dehors, je sens que quelque chose d'anormal et de dangereux est en train de se produire. De mortel aussi. Je reprends contenance quand une petite main serre la mienne. Douce, minuscule, un peu humide à cause des larmes qu'il a essuyées. Mon petit frère Hugo ne comprend pas plus que nous ce qu'il se passe. Je lui serre les doigts pour lui indiquer que je suis là. Je sens mon souffle devenir court, mes mains devenir moites. Je cherche ma respiration. La peur transpire à travers la geste de mes parents. Maman s'évertue à appuyer sur la télécommande comme si cela allait régler tout le problème. Putain, plus rien ne marche, tout ce qui est électrique du moins. Papa tourne en rond dans l'appartement avant de rajouter. On va attendre un peu, ça va revenir. Or, dehors, les bruits de panique gagnent du terrain, des sons à faire dresser les cheveux sur la tête. Je passe une main autour des épaules d'Hugo qui se calme peu à peu. Nous demeurons tous les quatre debout dans la pièce, silencieux, à fixer un point invisible devant nous. Mon téléphone est toujours au fond de ma poche, éteint. Comment une panne générale peut-elle se produire? Impossible, non? J'ai beau me creuser la tête, je ne trouve aucune réponse, rien qui puisse m'aider à y voir plus clair au milieu de ce bazar. Alors je lâche un soupir et me pose sur le canapé. Je veux des dessins animés! Proteste Hugo qui se colle à moi. Oh, mon lapin! Intervient ma mère. Quand la télé remarchera, bien sûr. Maintenant, maman, j'ai peur! Je me lève et me rapproche de papa. Il croise les bras sur son torse, les sourcils froncés, comme absorbé par une intense réflexion. Il tourne en rond, prend son téléphone, le retourne, vérifie les branchements de la télé et va voir son ordinateur. Il entre dans une sorte d'action qui l'empêche de devenir fou lui aussi. Alors j'en profite pour me rapprocher des fenêtres. Je soulève le rideau, jette un regard sur la ville et me fiche de terreur. Non. Non, la terreur n'est pas suffisante pour expliquer l'émotion qui me traverse de part en part. Je dirais que c'est une angoisse poisseuse, lourde, grasse, huileuse, qui coule le long de mes épaules et dans mon dos, froide et corrosive. Une peur si forte et bestiale que mon souffle se coupe, que mes yeux repèrent des horreurs. De la fumée noire monte dans le ciel un peu plus loin entre deux bâtiments, des cris continuent d'exploser, des voitures se sont rentrées dedans, et... Oh non, des gens sont hagards, perdus, comme s'ils ne savaient plus quoi faire d'eux-mêmes. Des corps sont allongés au sol, ils ne bougent plus. Je n'ose imaginer ce qui leur est arrivé. Je ne veux pas y réfléchir. Je ne veux pas. Une main puissante se saisit de mon épaule pour doucement me faire reculer. Hélène! Gronde mon père. Je lui renvoie un regard vide, trop absorbé par le spectacle que je viens de voir. Je suis comme perdu, percluse d'une douleur étrange, dépossédé durant un instant de ma propre essence. Dehors, le chaos est total, absolu. Le premier jour, nous avons attendu. Le deuxième, nous avons cherché des secours par la terrasse. Nous avons frappé chez les voisins, mais seule la vieille Caroline a répondu en hochant la tête gravement, pendant que son petit chien aboyait dans ses jambes et ses charentaises. Papa a rempli la baignoire, l'évier, le lavabo d'eau, au cas où elle nous serait coupée. Il a récupéré des bouteilles vides dans le bac de recyclage, les a remplies et a commencé à faire l'inventaire de tout l'appartement. Nous ne sommes jamais assez prudents, a-t-il dit d'un ton qui ne souffrait d'aucune réplique. Aussi ai-je obéi. Nous voici l'aube du troisième jour. Chaque nuit, des bandes de pilleurs et de fauteurs de troubles s'amusent à hurler dans les rues, à courir ou à rouler en vélo et faire exploser des feux d'artifice. J'ai l'impression que la ville entière est devenue complètement folle. Je n'entends aucune sirène, que ce soit celle des pompiers ou de la police.
Souvent, une odeur de brûlé et de plastique fondu flotte dans l'air, irritant nos gorges. Hugo pleure encore, mais maman lit des histoires. Je me demande ce qu'il va se passer quand elle sera à court de petits contes. Pour le moment, les histoires d'un certain Barnabé à la recherche de sa maîtresse le distraient suffisamment pour nous éviter ces questions innocentes et terrifiantes. Je passe le plus clair de mon temps dans ma chambre, enfermé. Si seulement je pouvais écouter de la musique, passer un bon groupe dans mes oreilles, me plonger dans le silence de mon propre esprit. Mais tout cela nous est refusé désormais. Alors je reste allongé sur mon lit à fixer le plafond vide. Que deviennent Paul, Camille, Ahmed et Fanny? Sont-ils en train de faire comme nous? Sont-ils allés en cours malgré la panne générale? Papa nous y interdit. Non mais tu vois pas le chaos dehors? Non, tu restes à la maison avec nous pour le moment. Comme une habitude idiote, je garde mon téléphone dans la poche. J'espère au fond de moi qu'il va se rallumer, se lancer sur la musique que j'écoutais, mais rien de tout cela ne se produit. 2 petits coups sont donnés à la porte de ma chambre. Je me redresse pour voir ma mère rentrer. Elle a changé. Non. Non, non, elle s'est métamorphosée, devrais-je dire. Son visage se creuse par l'inquiétude, ses cheveux sont moins brillants et ses yeux luisent, vitreux. Peut-être a-t-elle séché ses larmes avant de venir me voir. Comment te sens-tu demande-t-elle d'une voix craquelée. Ça va, dis-je. Et toi? Elle hausse les épaules, ne connaissant même pas les mots adéquats pour exprimer son angoisse. Maman s'installe sur le lit. Je me rapproche d'elle, concerné par le désarroi qui se dégage de tout son être. Oui, bien sûr que je vais bien, dit-elle finalement. Ne t'en fais pas, ça va revenir, lui répondis-je. Je sais que je ne fais que répéter les mots de papa, des mots qui sonnent creux désormais, qui ne sont pas justes, car en dehors de l'appartement, pendant qu'on mange des gâteaux et quelques boîtes de conserve que maman essaie de cuisiner sans plaque de cuisson, Marseille est en feu, en proie à des hordes violentes, aux cris de guerre étranges. Au 4e jour, papa est dans tous ses états. L'eau a été coupée, les robinets grognent quand on essaie d'en extraire quelques gouttes supplémentaires. Hélène, va faire des affaires et celle d'Hugo, assène mon père. Prends des vêtements, mais seulement ce qui est nécessaire. Je hoche la tête, notant mentalement tout ce que papa me demande, une boule au ventre. Allez, viens Hugo, on va commencer par ton sac à toi. Âgé de 4 ans, il renifle, se frotte les yeux de son tout petit poing et demande. Mais pour faire quoi mon sac à moi? On doit préparer nos affaires comme papa l'a demandé. On va partir. En vacances? Mais je peux pas moi, j'ai école et puis toi aussi. Je souris. Bien sûr qu'on a école. Je l'entraîne dans sa chambre, sors un gros sac du placard et je profite d'être seul avec lui pour me rapprocher de la fenêtre et regarder de nouveau, avant de ne pas oser et tirer les 2 lourds rideaux au motif de train et de nuages. Je prends un sac à dos, je fourre des slips, des chaussettes, t-shirts, pantalons et quelques pulls. Nous sommes au printemps, je ne sais pas comment papa compte faire, mais je ne veux pas que le petit ait froid. Et je ne sais pas du tout où est-ce qu'il veut aller. Je suis devenu comme une automate, mes muscles fonctionnent tout seuls, mon esprit, il divague. Je pense à mes amis au lycée, je serre les dents. Je ne veux pas y songer, pas pour le moment. Sans doute que. Sans doute qu'ils font comme nous, à se préparer au pire. Quand j'ai terminé les affaires d'Hugo, je l'emmène avec moi dans ma chambre, le pose sur mon lit et commence à rassembler mes vêtements. Mon esprit fonctionne à toute vitesse, à vouloir comprendre ce qu'il s'est passé. Les lampadaires ne dispensent aucune lumière la nuit et le ciel se pare de milliers d'étoiles. Dans le désastre se dissimule aussi une certaine beauté. Je trouve cela bizarre, vraiment bizarre, comme si tout d'un coup, tout ce qui est électrique refuse de se mettre en marche, comme si l'électronique cessait tout d'un coup de vouloir se plier à nos volontés. J'ai déjà lu des articles sur Science et Avenir qui peuvent expliquer ce genre de choses. Une tempête solaire est capable de ça. Mais serions-nous pas au courant d'une telle catastrophe? Je hoche la tête face à mon propre raisonnement avant de me mettre à pleurer en silence pour la première fois.